Une enquête pour le compte de Stello, une assurance professionnelle en ligne réalisée auprès de 400 entrepreneurs français par l'IFOP, nous apprend que 88% des entrepreneurs sont heureux, 60% se déclarent stressés, ils travaillent en moyenne 46 heures par semaine, soit 6 jours sur 7. Pour 20% d'entre eux, leur santé se dégrade, 86% d'entre eux ne renonceront pas à leur liberté pour plus de stabilité. Faites-vous partie des personnes à qui on a vendu l'entrepreneuriat comme la clé de la liberté ou pour qui cela s'est finalement transformé en un quotidien de stress et de surmenage? Être entrepreneur et heureux, les habitudes qui changent tout. Salut mon Polo, comment tu vas? Salut mon cher Jean-Baptiste ou JB. Ben écoute, je vais bien, je vais très très bien, Ouais, très heureux d'aborder cette thématique sur l'entrepreneuriat et le fait d'être heureux ou non. ouais. Bah, et toi, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te mettre à ton compte il y a plus de 30 ans maintenant? Devenir ton patron, c'était ton rêve? Ben écoute, je l'avais pas tout à fait comme ça. Moi, quand j'ai démarré, j'avais une aspiration à faire ce que j'aimais. Et puis, j'étais pas d'une famille d'entrepreneurs. Personne n'avait Ouais. entrepris, à part un frangin qui était médecin libéral, mais c'est tout. Et ce qui fait que j'ai découvert l'entrepreneuriat à travers des formations que j'ai faites pour devenir formateur, intervenant. Et puis la seule solution, c'était de se mettre en libéral à l'époque, ce qui était compliqué d'ailleurs. Donc c'est comme ça en fait que j'ai découvert un peu cette posture en fait pour pouvoir assurer des prestations et être payé pour ça. Et puis après, Mhm. j'ai découvert vraiment l'entreprise quand par la suite j'ai créé une SARL et puis après je me suis plus lancé dans l'entrepreneuriat. Donc là, j'ai un peu plus découvert le monde de l'entreprise. Ouais. Alors, évidemment, cette question de liberté que tu citais au départ, elle est vraiment importante au départ. Mais en fait, c'est une liberté de faire ce que l'on décide de faire, mais la véritable réalité n'est pas aussi évidente parce qu'en en fait, on n'est pas forcément si libre que ça. Enfin, tout dépend où est-ce qu'on en est, comment on travaille, tout ça. On est libre de faire Évidemment. des choix, mais en même temps, ben, on est responsable de tous les choix qu'on fait. Donc, voilà. Clairement, clairement. Alors, devenir son propre patron, c'était en tout cas le rêve de Joy Mangano. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Non, pas du tout. Alors, c'est une inventrice et entrepreneuse américaine, surtout connue pour avoir créé le Miracle Mop, une serpillière à essorage automatique qui a connu un énorme succès à l'époque. Son histoire personnelle, elle a inspiré le film Joy en 2015, dans lequel Jennifer Lawrence l'a interprété et a remporté d'ailleurs un Golden Globe pour sa performance. On en regarde un petit extrait si tu veux bien. Je veux que tu te souviennes d'une chose. Parce que souvent, quand les gens deviennent riches, ils se mettent à penser autrement. Nous, on a réussi grâce au travail, à la patience et à l'humilité. Alors je veux te dire de ne jamais rien attendre des autres. Ils ne te doivent rien. Personne ne te fera jamais de cadeau. Je crois que l'extraordinaire côtoie l'ordinaire tous les jours. J'ai de vraies ambitions et de vraies idées. On fait une invention et c'est vraiment du sérieux. Joy n'a jamais dirigé une boîte de sa vie. C'est ma faute. Je lui ai sans doute fait croire qu'elle était plus qu'une ménagère au chômage. Je ne veux pas finir comme eux. Il faut que je gère les choses moi-même une fois pour toutes. Ok, bon vent, bonne chance, on y va. Tu te rends compte que la seule chose que tu auras, c'est ce que tu gagnes. Vous êtes dans une pièce et il y a une arme sur la table. La seule autre personne présente dans la pièce est un concurrent. Il n'y a pas de place pour deux, c'est lui ou vous. Est-ce que vous prenez cette arme, Joy? Je prends cette arme. Écoute-moi bien. Ne parle plus jamais de ma boîte à ma place à l'avenir. D'accord? En tout cas, voilà, donc on vient de voir un extrait de Joy avec Jennifer Lawrence, qui est vraiment un excellent film justement sur l'entrepreneuriat et en tout cas la volonté de vouloir parvenir à réussir à entreprendre par soi-même. Est-ce que toi, tu considères que tu es un entrepreneur heureux, mon Polo? Alors oui, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui parce que bah, d'abord, ça fait bientôt 40 ans que je fais ce métier, que je me suis lancé. Donc j'ai eu le temps de me construire. Et franchement, si c'était à refaire, voilà, j'hésite pas une seconde. C'est-à-dire que c'est une vie énormément, alors parfois avec des moments difficiles, mais faire ce Mmh. qu'on aime, faire ce qu'on a choisi surtout, et en plus se sentir utile, bah, je veux dire, c'est quelque chose d'extrêmement nourrissant. Ouais.
Ouais. Dans quelle mesure la PNL peut m'aider à vivre, je dirais, ce parcours d'entrepreneur tout en étant épanoui? C'est la réponse qu'on attend dans ce nouvel épisode de Mon Petit Pas du Mois. C'est la saison 3, soyez les bienvenus. C'est le podcast de Paul Pironnet pour progresser dans ma vie de tous les jours grâce à la PNL. Paul, comme pour Joy et pour les autres entrepreneurs, comment la PNL peut aider à surmonter les obstacles émotionnels ou mentaux tels que le stress et la peur de l'échec, qui sont souvent d'ailleurs mentionnés comme des freins à l'entrepreneuriat? Alors, la première chose, souvent, c'est d'ailleurs le stress, comme tu dis, mais qui est lié à l'idée de pouvoir s'engager dans quelque chose qui me porte, sachant que je ne connais pas trop, soit ce qui me porte, soit le métier vers lequel j'ai envie d'aller. Donc, souvent, il y a beaucoup des angoisses comme ça dès le départ, avec l'idée de pouvoir entreprendre dans une direction qui m'intéresse, mais sans trop savoir. Donc là, la PNL va commencer à nous aider à avancer, d'abord grâce à la connaissance de soi, parce que pour être un bon entrepreneur, je dis d'abord qu'il faut être un bon entre-donneur, c'est-à-dire savoir pourquoi je me sens appelé, qu'est-ce que j'ai envie de donner, qu'est-ce que j'ai envie de faire passer, sur quoi j'ai envie de faire avancer des personnes, quel type de produit ou de service j'ai envie de fournir, à qui j'ai envie de le faire et pourquoi j'ai envie de le faire. Et plus, au fond, je me sens intérieurement animé par quelque chose comme ça qui me porte plus particulièrement, qui m'intéresse plus particulièrement, et bien du coup, évidemment que ça va donner beaucoup de force, en quelque sorte, à cette volonté d'entreprendre. Donc, la première question autour de laquelle je trouve qu'il est important d'aller, c'est la connaissance de soi. C'est-à-dire qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qui nous a toujours plutôt porté. Et à partir de là, c'est quoi l'environnement qui nous touche aujourd'hui? C'est-à-dire qu'est-ce qui m'anime dans l'environnement, à quoi j'ai envie d'attacher de l'importance, à qui j'ai envie d'attacher de l'importance. Et au regard de mon expérience, de ce que j'ai toujours eu envie de faire passer, comment je peux aider? Donc, je crois que c'est des premières questions qui sont importantes et que la PNL nous permet évidemment de révéler. Ouais, toi, clairement, ce qui te porte depuis 40 ans, finalement, c'est d'être utile aux autres par l'enseignement, notamment des outils de la PNL. Bah, oui, parce que quand j'ai découvert, au fond, ces approches du développement personnel, à l'époque, je faisais du sauvetage en mer. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un impact sur les équipes. Et comme j'avais bien travaillé sur l'aspect technique, entraînement et autres, puisque j'ai été assez spécialisé, notamment en Côte d'Angeuse, bah, du coup, ce qui me restait à faire grandir, c'était plus la dimension humaine que j'ai découvert, d'ailleurs, peu à peu, à travers mes premiers stages orientés sur la découverte de l'humain, c'est-à-dire de la prise en compte d'un facteur émotionnel et relationnel en milieu d'urgence. Et donc, je me suis rendu compte à quel point ça pouvait avoir un impact. C'est pas tout d'être formé techniquement, mais la manière dont moi je vis les choses face à une situation importante ou dans la manière dont je vais communiquer avec, que ce soit des collaborateurs qui sont avec moi en mission ou auprès des familles ou auprès des blessés, ben, je me suis rendu compte que le ton de la voix, enfin, il y avait énormément de paramètres sur la partie relationnelle et émotionnelle qui pouvaient avoir un impact important. Donc du coup, ben, m'intéressant à cette dimension humaine, je me suis rendu compte qu'elle avait un impact dans plein d'autres domaines. Et comme quand je me suis formé, ben, j'étais entouré de personnes, notamment à l'époque, il y avait beaucoup de gens du milieu infirmier, qui se formaient avec moi. Je parle au-delà des formations de découverte d'outils que j'ai pu faire. Quand j'ai commencé des formations de formateurs, il y avait des gens qui avaient envie d'aller justement au milieu des... Alors, il y avait beaucoup de personnes qui intervenaient dans le milieu hospitalier, mais pas seulement. Et donc, moi, c'est le monde de l'entreprise qui m'a intéressé. Et au départ, je n'avais aucune idée de ce que j'allais bien pouvoir faire dans le monde de l'entreprise. Mais quand j'ai découvert à quel point le facteur humain pouvait avoir un impact important, je me suis rendu compte, mais qu'aujourd'hui, on parle énormément de soft skills, tu vois, c'est très développé aujourd'hui, la qualité de la communication, la présence des émotions et tout ça, ça paraît évident. Mais à l'époque, il y a 30 ans, pas du tout. Oui, ça ne l'était pas. Voilà, moi, c'est une brèche que j'ai découvert à travers ma formation, à travers mon parcours de transformation aussi personnel. Et puis après, bah, découvrant des outils qui avaient de l'impact, je me suis dit, mais ça, c'est super important pour des cadres, pour des managers, pour des entrepreneurs. C'est super important pour des gens qui auraient envie d'aider les autres, quel que soit le contexte. Et plus encore, quand sont arrivés les métiers d'accompagnement, puisque moi, j'ai commencé en 90, mais au début, il y avait que on allait voir un thérapeute, les coachs, ça n'existait pas, ça a apparu en 96, 97. Mais dès qu'on a commencé à parler de coaching et qu'on a vu la panoplie d'outils qui pouvaient être utiles pour aider des gens à avancer, bah, je te prie de croire qu'il
au fond, un volume très, très important de personnes qui ont eu envie de se tourner vers ces métiers. Bah oui, tu m'étonnes. Donc, voilà. Donc, et c'est là où l'entrepreneuriat est devenu de plus en plus important, d'ailleurs, aussi, parce que ça a créé énormément de motivation à de nombreuses personnes qui commençaient à se sensibiliser par leur métier ou tout simplement qui avaient envie d'aller plus loin dans la sensibilisation humaine. Et après, en découvrant toute la richesse, du coup, de pouvoir, au fond, intervenir auprès de personnes, de groupes, d'équipes, dans toute forme d'organisation, pour pouvoir justement accompagner l'organisation à être plus performante, grâce à la prise en compte, évidemment, de la dimension plus humaine. Voilà. C'est devenu de plus en plus important. Et est-ce que, comme nous le disait tout à l'heure l'enquête Stello réalisée avec l'IFOP, tu fais partie de ces 6 entrepreneurs sur 10 qui se retrouvent quand même stressés de temps à autre par leur activité? Alors, j'ai eu des moments, effectivement, dans mon histoire où j'ai été particulièrement stressé. J'ai souvenir, par exemple, d'une fois où je devais intervenir dans ma tête pour une vingtaine de personnes, puis finalement, je me suis retrouvé dans une salle où il y avait 150 personnes. Donc, j'ai vécu des moments comme ça très forts, où j'ai failli partir, enfin bon, bref. Donc, oui, la vie d'entrepreneur, elle nous confronte à des situations qu'on ne connaît pas, qu'on découvre par définition et qui parfois ont de l'enjeu et sur lesquelles on peut être remis en cause pour des tas de raisons, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, parce qu'on n'est pas légitime, etc. Donc, après, avec le métier, on va dire, ça va de mieux en mieux, mais ça n'empêche pas d'avoir des moments de stress, parce que être entrepreneur, c'est se confronter à des situations qu'on a évidemment un peu choisies, mais qu'on n'a pas choisies toujours, parce que parfois, ça ne se passe pas exactement comme on souhaiterait. Donc, on fait face à des engagements forts, que ce soit des attentes clients ou des stratégies qu'on va monter à un moment donné. Par exemple, en ce qui me concerne, moi, je fais des lancements importants, tu vois, pour des formations plus importantes. Et du coup, c'est aussi des phases qui peuvent être source un petit peu de préoccupation et de stress. Mais en même temps, on a choisi ce métier. Donc, c'est ça qui est aussi fort, c'est que, encore une fois, quand je reviens sur l'impact de la PNL chez un entrepreneur, ce qui est très intéressant, c'est que plus il va être dans ce pourquoi il est fait, en fait, plus il va être dans ce qui l'anime profondément, plus il va être ce que nous, on appelle en mission. Et quand tu es en mission, tu sens que tu es porté par quelque chose de plus grand que toi. Donc, tu fais face à des situations qui sont parfois extrêmement déstabilisantes, mais intérieurement, tu sais que tu es là pour ça. Donc, évidemment. C'est la même chose quand on est dans un job qu'on n'a pas forcément choisi. Voilà. Donc, l'entrepreneuriat, ça fait appel énormément à notre responsabilité personnelle. Et de fait, du coup, voilà, quand on sait pourquoi on est là, on a, j'ai envie de dire, un tronc qui est un peu plus solide et on arrive à faire face à des coups de vent de plus en plus forts. Et puis l'adrénaline qui peut aussi s'apparenter parfois au stress, peut être un bon stress aussi, peut être aussi un moteur. Voilà. À partir du moment où effectivement on joue pour sa cause, en tout cas pour une cause qui anime notre cœur. Et c'est parfois, alors on peut avoir un job, on n'est pas obligé d'être entrepreneur pour avoir un job qui nous intéresse. Et on peut retrouver les mêmes sources de stress, y compris si on n'est pas entrepreneur. Mais ce qui est particulier quand on est entrepreneur, c'est qu'on a quand même choisi à un moment donné de l'être. Voilà, donc il y a une disposition d'esprit qui fait qu'on va aimer effectivement prendre des risques, on va aimer avoir cette liberté de choisir, cette liberté de se positionner, mais ça va nous demander évidemment de travailler aussi sur nous-mêmes, notre mindset, notre manière de gérer émotionnellement les situations, de revenir aussi demander du feedback sur la manière dont on fait, dont on se comporte devant, quelles sont les stratégies qu'on utilise. Pourquoi? Pour ne pas avancer seul et apprendre en fait, parce que au fond, le succès dans tout ça, il découle de différentes choses, mais c'est l'apprentissage qu'on va faire et la continuité qu'on va mettre dans une direction qu'on aura choisie. Évidemment, et là, tu nous parlais à l'instant, tu nous donnais l'exemple que tu pensais pouvoir t'exprimer devant une vingtaine de personnes et finalement tu retrouves devant toi une centaine de personnes. Ça avait généré un stress, mais quelque part aussi, ça permet de transformer un stress en opportunité et te dire que finalement, oui, tu es capable d'assurer devant une assemblée d'une centaine de personnes, quoi. Et c'est d'ailleurs ce qui va participer beaucoup au fait de trouver du sens dans la durée. Pour moi, la force d'une évolution de carrière, quelle qu'elle soit, que ce soit en indépendant,
ou même dans le cadre d'une entreprise en tant que salarié, mais c'est le fait d'évoluer dans une direction qui me convient de plus en plus, avec un environnement qui va m'aider à grandir dans cette direction. Et bien sûr, il y a les apprentissages que je fais, il y a les savoir-faire que je vais apprendre, et du coup, les contraintes que je vais évidemment rencontrer, parce que je sens que je suis à ma place et que j'ai envie de grandir dans cette direction, vont être du coup beaucoup mieux accueillies, prises en compte et transformées. Si maintenant, je n'ai pas choisi forcément d'être là, les contraintes, je ne les vis pas de la même façon non plus. Évidemment, on les subit plus qu'on ne les vit véritablement. On voudrait tous être des entrepreneurs épanouis, mais ça ne se décrète pas, hein, ça se travaille évidemment, peut-être d'ailleurs en réussissant à équilibrer travail et bien-être. C'est quoi, toi, tes habitudes quotidiennes et celles que tu recommanderais justement pour équilibrer justement travail et bien-être? Alors, travail et bien-être, ça va avec le bien-être, ça découle d'une qualité de relation que j'ai avec les personnes qui m'entourent, avec l'environnement dans lequel je suis, que ce soit mes plantes, mon chat, mon conjoint, mes enfants, mes collaborateurs, mes amis, etc. C'est-à-dire qu'on est heureux quand on partage avec l'environnement des émotions qui sont belles. Voilà. Voilà. Et qu'on réussisse ou pas, l'important, c'est la qualité de ce qu'on va partager. Ça nous rend heureux. Après, la deuxième chose, c'est le succès. C'est d'avoir des réussites. Et les réussites, ça découle de stratégies qu'on met en place. Hein, toute cause produit son effet. Et je dis toujours qu'une réussite, c'est au fond le fait de poursuivre un but, un objectif, et d'avancer au fond dans la même direction en continuant de progresser. Et à force de progresser dans une direction donnée, on finit par développer une expertise et on obtient de plus en plus en faisant de moins en moins. Et c'est comme ça qu'on va se traduire de la réussite. Si je veux réussir dans le monde de la musique, il faut que je joue, je prends du feedback, je progresse. Et plus je progresse, plus je joue, plus du coup je vais avoir un niveau élevé. C'est la même chose en cuisine, avec les langues, avec tout ce qu'on veut. Donc pour moi, le succès, c'est l'intégration d'une stratégie, d'un ensemble de stratégies, de savoir-faire qui vont dans une direction qui m'anime. Et voilà. Alors après, il y a le croisement des deux. Et c'est ça, être heureux. C'est-à-dire que si je me brûle ma santé, mon temps, etc., à un boulot parce que je suis toujours en stress, parce que j'ai peur de ne pas répondre à la demande et qu'au fond, c'est plus moi qui pilote, mais c'est l'entreprise qui me pilote complètement. Et là, je suis au fond enfermé dans un espèce de devoir en permanence de courir. C'est clair que c'est pas une vie très, très, très marrante parce que même si je suis indépendant, je suis complètement sous l'écrasement des causes, des devoirs, des machins et trucs. Donc, l'idée, c'est d'inverser la vapeur et d'être au fond au contact de ce que l'on désire et puis d'avancer à partir de ces désirs-là. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des stress à un moment donné, mais on ne va pas les subir du tout de la même façon. Et je pense que le bonheur au travail, c'est cet équilibre qu'il y a entre la qualité de vie que j'ai, c'est au fond prendre le temps d'être... de ne pas se laisser seulement absorber par le job, hein, parce que la vie, elle n'est pas faite qu'un boulot. Voilà. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans ce domaine, c'est le fait de mettre ça un peu dans des cases. C'est-à-dire que ce soit dans l'espace-temps ou dans l'espace, que ce soit à travers le temps ou l'espace. Par exemple, j'ai décidé de travailler jusqu'à 18h, je travaille jusqu'à 18h, je suis à fond dans ce que je fais. Et puis après, je décide par exemple d'aller faire du sport, et là, je vais être à fond dans le sport. Mais quand je suis dans le sport, je ne suis pas en train de travailler, et quand je suis en train de travailler, je ne suis pas dans le sport. Même chose avec les enfants, même chose avec la famille, etc. Donc, moi, ma préconisation pour préserver justement cet équilibre, eh bien, c'est de le planifier. C'est de planifier, de structurer son temps et son espace. C'est-à-dire que quand je suis à la maison, par exemple, même si je bosse à la maison, il y a un endroit où je bosse, c'est mon bureau. Et puis, quand je suis dans le salon, je suis pas en train de bosser, quoi. Voilà. Et je trouve que ça aide, ça donne des repères, ça donne des balises dans le temps et dans l'espace. Et ça évite aussi, parfois, et je m'adresse peut-être notamment au monde féminin, nous, les mecs, on fait une chose un peu à la fois, mais encore pas toujours, mais... je vais peut-être me faire attraper là, avec mes réactions. Attention. Je suis en zone sensible. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu beaucoup de femmes, tu vois, qui démarraient une activité, qui pensaient en même temps à leurs enfants, et puis quand elles sont avec leurs enfants, elles pensent à l'activité. Donc, elles ne sont pas à 100%. Tu vois, où elles sont en train de faire les courses, parce qu'une femme a la capacité de penser à plein de choses en même temps. Et c'est une qualité, mais du coup, ça lui met souvent une pression mentale qui est assez forte. Énorme. La charge mentale,
ce qu'on appelle la charge mentale. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup aidé personnellement et ce que j'ai pu aussi partager avec différentes personnes, c'est cette idée de structurer dans le temps et dans l'espace des choses de façon à avoir, au fond, on va dire cette habitude ou cette discipline que, voilà, si par exemple je rentre chez moi, voilà, quand je sors de ma voiture où je peux encore penser à mon job, mais je prends l'ascenseur, c'est un sas, et quand je rentre chez moi, je suis ouvert aux gens qui sont là et pas en train de réfléchir à ce que j'aurais dû dire à mon patron, ce qu'il faudrait que je fasse demain. Voilà. Et c'est de placer dans le temps et dans l'espace ce qui a lieu d'être fait dans le temps et dans l'espace. C'est un peu comme dans un appartement, la cuisine est faite dans la cuisine et puis voilà, on va dormir dans sa chambre. Voilà. Et c'est un peu ça. Et je crois que c'est un des aspects qui est important de développer en termes de discipline, que de savoir comment on déroule son temps et comment on déroule ses espaces. Et moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé dans le temps et dans mes différents espaces, de savoir, voilà, d'avoir ses repères, en fait. Polo, comment on mesure son propre bonheur en tant qu'entrepreneur sans se comparer forcément aux autres? Alors oui, alors c'est intéressant parce que la comparaison aux autres, elle est assez fréquente. Oui. Mais elle n'est pas forcément négative. Là où elle est embêtante, c'est quand on fait une mauvaise comparaison. Parce qu'on peut tout à fait se comparer aux autres pour prendre au fond de l'inspiration. Ah tiens, j'aime bien ce qu'il fait, etc. Et puis après, de s'interroger, parce qu'encore une fois, ce qui va être important, c'est encore une fois un retour vers soi-même, c'est-à-dire vers son essentiel à soi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me porte, etc. Et donc, du coup, je vais être moins jalousé, ou enfin, bref, je vais être plus clair sur ce qui m'importe et ce que j'ai envie de développer. Donc, du coup, je suis moins écrasé par l'environnement. Mais ce n'était pas la question essentielle. La question essentielle, c'était pas une comment mesurer son propre bonheur, finalement. Mesurer son propre bonheur. Et donc, mesurer son propre bonheur, pour moi, c'est par rapport à ce qui se passe ici, en fait. Est-ce que ce que je vis, est-ce que c'est vraiment là que j'ai envie de me trouver? Est-ce que les gens avec qui je suis, c'est les gens avec qui j'ai envie de me trouver? Est-ce que l'activité que je fais, c'est ce qui me porte véritablement? Est-ce que je suis à 7 sur 10 au moins de bien-être quand je prends une décision? Est-ce que ça me porte? Voilà. Et puis après, est-ce que je suis bien entouré? Parce que on va voir que la notion d'équipe, elle est très importante. Comment déléguer ce qui va me prendre du temps, de l'énergie, qui ne me plaît pas vraiment, et qui sont pour moi des sources plus de frustration, et apprendre à déléguer, même si être entrepreneur, malheureusement, c'est apprendre aussi à toucher à tous les postes, en tout cas au début, comptabilité, gestion, marketing, production, etc. Mais en même temps, c'est très important, et ça fait partie pour moi de l'évolution de la personne dans son contexte professionnel pour qu'elle soit heureuse, c'est qu'elle apprenne vraiment à définir où est-ce qu'elle est heureuse et pourquoi elle est heureuse. Et le reste, ça va. Voilà, faut apprendre à se détacher aussi. Et la grande finalité de tout ça, c'est mettre l'entreprise au service de ce qui nous anime, et par l'inverse. Tu m'as souvent dit, au gré des différents épisodes qu'on a pu faire ensemble de Mon Petit Pas du Mois, que la PNL nous apprenait aussi à savoir dire merci, la gratitude. Comment justement la gratitude, elle peut transformer l'expérience entrepreneuriale? En fait, on peut rentrer dans deux types de mondes, hein. Soit on est dans de la gratitude, et ça veut dire qu'on va apprendre à observer ce qui est positif, le dire, le souligner, etc. Et que ce soit dans son travail ou avec ses enfants, sa famille, tout autre. Du coup, on va avoir des feedbacks qui sont différents parce qu'on rayonne quelque chose de différent. L'inverse, c'est mettre l'accent sur ce qui ne va pas, et puis passer son temps à critiquer, voire à manifester ses frustrations. Et malheureusement, on ne va pas avoir les mêmes retours dans son environnement. Alors maintenant, ça étant dit, c'est bien de mettre l'accent sur ce qui est positif et à valoriser. Maintenant, il y a des problèmes qui sont réels, qui sont à prendre en compte. Et ça, c'est la deuxième marche, c'est-à-dire c'est considérer les problèmes comme des opportunités. Pourquoi? Parce qu'elles sont l'occasion pour moi de continuer à grandir, à me développer, ce qui veut dire que quand j'ai des frustrations qui arrivent, j'accueille la frustration, je la prends en compte, et à partir de là, je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai à gagner là-dessus? C'est au fond, quelle est la part sur laquelle moi je peux évoluer, parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas la main. Donc c'est important de faire la différence entre ce sur quoi j'ai la main et ce sur quoi j'ai pas la main. Et à partir de là, de me dire, en quoi ça va être une opportunité pour moi de grandir? Et au fond, quelles sont les problématiques, entre guillemets, les plus importantes que j'ai à gérer? On va les prendre l'une après l'autre, et petit pas par petit pas, si je puis dire, on va grandir. Voilà. Donc, oui à
la gratitude, hein, reconnaître vraiment ce qui fonctionne et célébrer, c'est très important pour moi. Et ce qui fonctionne dans tout mon environnement, apprendre à voir ce qui est positif, parce que ça va transformer mon rapport à l'environnement. Mais c'est aussi accueillir ce qui l'est moins, avec la même gratitude, si je puis dire, ce qui est moins facile. Et puis, pourquoi une gratitude? Parce que je vais trouver derrière probablement de bonnes raisons de continuer à évoluer, de grandir. Et puis, c'est la meilleure façon qu'une problématique cesse de revenir comme étant toujours, enfin, un peu comme la même problématique, parce que tant que j'apprends un caillou dans le soulier. L'environnement va me renvoyer les mêmes choses. Donc, c'est carrément. Évidemment. 2 dernières questions, parce qu'on arrive déjà bientôt au terme de cet épisode. Évidemment, quand on est entrepreneur, c'est tout sauf un long fleuve tranquille, hein. Il y a des péripéties, il y a des moments de joie, des moments de difficulté, de doute même parfois. Tu as beaucoup parlé du mot positif aussi dans cet épisode. Justement, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que la PNL peut-elle nous aider justement à garder cet esprit positif malgré les difficultés qui s'amoncellent parfois devant nous? Alors, je pense en revenant fondamentalement sur le pourquoi je fais ce métier, pourquoi je me suis engagé dans ces services ou l'envie de construire ce type de produit. Qu'est-ce qui me porte? Et notamment, qu'est-ce qui me porte à travers ce que je fais, mais surtout à travers ce que je vais donner. Pourquoi? Parce qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a repéré un problème dans l'environnement et qui a trouvé une solution pour aider des gens à régler ce problème. Donc, on est d'abord dans une vocation de service. Et c'est pour ça que j'aime bien cette idée d'être entre-donneur avant d'être un entrepreneur. C'est au fond, qu'est-ce que j'ai envie de donner, apporter au monde, pour qui, pourquoi. Et c'est cette quête, finalement, qui rend heureux. C'est cette vision, c'est cette ambition qu'on va avoir qui rend véritablement heureux, surtout si ça vient nous chercher sur des aspects importants. Et en particulier, importants parce que ça nous a touché dans notre vie passée ou c'est des choses… Voilà. Donc, il y a dans la PNL quelque chose de très fondamental, mais dans toute approche d'évolution personnelle, qui est presque spirituelle, qui est la conscience profonde du pourquoi je suis là, qui je suis là, et pour quelle cause je me bats, pour quel service, pour quel produit, et que j'ai envie de donner à qui. Et quand on est porté par cette dimension, et du coup, c'est là que tout le reste va se régler, en fait. Et certes, on va avoir des moments difficiles, mais les moments difficiles ne sont pas du tout vécus de la même façon quand on sait pourquoi on est là, en fait. Voilà. Et après, il faut tirer des apprentissages, évoluer, grandir, prendre du feedback, progresser. Pour moi, c'est toujours une situation qui va entraîner un objectif, ensuite un passage à l'action, une prise en compte, en quelque sorte, des réactions que cet environnement dans lequel j'avance va avoir. Et Dieu sait que parfois on défriche, hein, c'est comme avancer un peu dans la jungle et découvrir, moi, je travaille depuis 2 ans sur une application. Je peux te dire que il a fallu en défricher des choses. Donc, prendre en compte l'environnement, s'adapter. Voilà, ça demande beaucoup de flexibilité, tirer des apprentissages et puis redéfinir, encore une fois, des objectifs. Donc, c'est dans cette quête, en fait, qu'on se réalise. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on se réalise au moins autant que la quête en elle-même. Et c'est ça qui, pour moi, est fondamental. C'est suis-je heureux par le voyage plus que sa destinée, en fait. Même si la destinée fait partie des espoirs qui me donnent envie d'avancer. Mais il y a des fois, voilà. Donc, la vraie question, c'est est-ce que je suis prêt à me lever à 4 heures du matin pour faire ce que je fais, en fait. Oui, exactement, exactement. Et d'ailleurs, tu réponds finalement à la dernière question. J'allais te demander quels petits pas on pouvait mettre tout de suite en place là pour commencer à vivre l'entrepreneuriat avec davantage de bonheur. Ouais. En répondant à 2 questions, qui est, au fond, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Ça, c'est la première question. Et en quoi je peux être utile, en fait? Qu'est-ce qui me passionne et en quoi ça peut être utile à des personnes? Je pense que si on répond à ces 2 questions, il y a une dynamique qui va se créer et le reste va suivre. C'est souvent comme ça, hein, on part en quête de sens et une fois qu'on a trouvé du sens, c'est souvent là qu'on va commencer à entreprendre. Absolument. Un grand merci à toi, mon Polo. Avec un immense plaisir, c'est toujours passionnant de répondre à tes questions et puis de fouiller en fait, un peu en profondeur là, sur un mode très, très flow ces grandes questions.
Eh ben écoute, ça c'est un vrai plaisir aussi que de te les poser justement ces questions et de pouvoir fouiller ensemble justement les réponses. En réagissant à cet épisode ou sur les réseaux sociaux ou depuis votre plateforme de diffusion de podcast, en nous mettant par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, eh bien vous participez une fois de plus à améliorer encore la visibilité du programme. Un programme qui, je le rappelle, est inédit, il est gratuit et il permet d'augmenter la communauté de sorte qu'un maximum de monde, c'est pas bien compliqué, puisse profiter de l'enseignement de Polo et de la PNL pour améliorer tout simplement son quotidien, puisque on vous rappelle que c'est l'objectif. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'entrepreneuriat, être heureux justement dans le fait d'entreprendre, je vous renvoie directement sur la chaîne YouTube de Paul Pironnet Institut, où de nombreuses vidéos justement en accès libre sont disponibles sur ce sujet et sur de nombreux autres. On se retrouve très vite, mon Polo. Avec grand plaisir. Merci à tous. Eh bien, prends bien soin de toi. À très vite. Merci de votre fidélité et je vous souhaite un excellent moment à venir. Ciao, ciao. Salut.